Salut, bienvenue dans La Causerie Tech. Je suis Romain Pachna et comme dans tous les épisodes de La Causerie, je suis accompagné d'Arthur Faure pour débattre un petit peu des nouveautés technologiques, de ce qui nous a interloqué, de ce qui nous a interpellé, et puis en discuter un peu ensemble et vous partager cette réflexion. Donc Arthur, je te laisse lancer cet épisode, le premier sujet. Alors bonjour tout le monde, bonjour Romain, et aujourd'hui du coup on est dans la causerie tech et moi j'avais envie d'aborder pour commencer un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment, d'autant plus vu les annonces, les différentes annonces et le contexte qui est favorable. Je veux bien sûr parler des vélos connectés, les VAE pour le terme, le terme plus technique, hein, qui est donc les vélos à assistance électrique, qui sont donc tous électriques, mais qui ont cette particularité d'être connectés. Donc, ce nouveau segment qui est apparu il y a quelques mois maintenant, moins d'un an environ, a été un peu est vraiment arrivé sur le marché, a été un peu mis à l'oreille du grand public avec la conférence de Marc Simoncini en novembre dernier, qui du coup présentait son nouveau projet, qui est donc les vélos connectés et les smart bikes Angel, qui est donc sa marque. Et moi du coup je voulais aborder ce sujet-là d'une différente manière, pas en parlant seulement d'un produit, pour le coup du produit le Angel Bike, mais en parlant de trois produits de ce même segment, mais qui du coup rentrent, on va dire, dans une catégorie globale, donc des vélos connectés, des vélos surtout, des vélos intelligents. Alors, pour ce faire, on a Angel, comme j'ai cité. On a aussi le Cowboy 3 qui est sorti très récemment, et on a cette semaine le VanMoof qui est sorti, un vélo aussi à assistance électrique qui lui se positionne avec un prix extrêmement bas par rapport à la concurrence. Pour ordre d'idée, le Angel Bike présenté donc par Marc Simoncini est à 2690 €. Le Cowboy 3 sorti il y a quelques semaines est à 2290 €. Et là, VanMoof lance vraiment un pavé dans la mare en sortant son vélo en dessous de la barre symbolique des 2000 € à 1998 €. Ces trois vélos ont bien sûr différentes qualités, compétences on peut dire, et aussi des designs très différents, et donc par ce design un positionnement plutôt différent. Le Angel est un vélo, on va dire, très citadin, très typé ville. Le Cowboy 3 alors ce sont tous les trois, hein, des vélos taillés pour la ville, mais le Cowboy 3 lui a un aspect un peu plus sportif, et le VanMoof est lui aussi assez typé ville, mais quand même avec un côté sport. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant sur ces vélos électriques qui du coup sont dits intelligents. Pour exemple, Angel est doté donc d'un cockpit, un réel cockpit, avec la possibilité de sélectionner des modes de conduite qui d'ailleurs peuvent être adaptatifs. Donc le Angel, il me semble, propose 4 modes de conduite différentes, tout comme le VanMoof. Et donc ces deux se différencient vraiment du Cowboy 3, qui lui est encore plus intelligent, si on peut le dire de cette manière-là, puisqu'il a il ne propose pas de manière et de mode de conduite, il a un mode de conduite totalement adaptatif, donc un seul et unique, qui va du coup, qui repose sur une intelligence artificielle qui va mesurer l'utilisation qu'on a du vélo, l'intensité à laquelle on va pédaler, et tout un tas de choses en relation avec le terrain, donc pour pouvoir adapter la dureté, on va dire, du système d'assistance électrique. Et donc voilà, on est sur des vélos très récents, qui s'implantent bien et qui ont une idée en fait de faciliter, on va dire, la mobilité urbaine. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Romain, de cette mobilité urbaine au tout vélo, et qui plus est au vélo intelligent. Ouais, c'est un sujet qui me paraît intéressant et surtout dans l'air du temps. Juste avant de te répondre, est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur le fait de est-ce que les vélos sont sortis ou ont été annoncés? Ils sont dans quel état actuellement?
Alors, pour le VanMoof, le vélo est complètement sorti. Il est commercialisé. Le Cowboy 3, pareil, il est déjà sur le marché depuis un mois, il me semble. Par contre, le Angel, lui, est encore à la précommande et du coup, les premières livraisons étaient estimées pour le printemps à cause du Covid ou de la Covid. Les délais sont repoussés du coup au mois d'août. Hein. Ok. Donc c'est vraiment des produits qui arrivent ou qui sont déjà là. Donc forcément c'est intéressant. Et je pense en technologie, on parle assez souvent du timing d'un produit. Là pour ces vélos connectés, ça semble vraiment le timing parfait. Déjà pour les conditions un petit peu, on s'attache un peu plus à l'écologie, à faire attention à nos émissions. Donc le vélo en ville, forcément, c'est une bonne solution dans ce cadre-là. En plus de ça, on a eu la crise du coronavirus, les manifestations en fin d'année 2019, qui ont fait que beaucoup de monde s'est mis au vélo au fur et à mesure. Donc ces vélos connectés, ils tombent vraiment à pic à un moment où les gens sont un petit peu habitués à utiliser le vélo comme moyen de transport en ville. On leur propose un vélo avec la plupart des désavantages du vélo, c'est-à-dire pédaler dur, qui sont enlevés grâce à l'assistance électrique. Et en plus, on va les mettre dans un cadre qui correspond à leur cadre habituel, c'est-à-dire un cadre connecté avec, j'imagine, un GPS, avec une détection de la position où le vélo a été laissé, etc. Donc déjà, je trouve que c'est un timing vraiment excellent pour ces trois produits-là qui apparaissent en 2020. C'est peut-être un petit coup de chance par rapport au développement des vélos électriques, à ces crises, mais vraiment je trouve que c'est un produit qui est taillé pour l'époque actuelle déjà. Alors oui, tout à fait. Et toujours sur ce plan de timing que tu as abordé, on voit donc qu'il y a cette vague écologique appuyée par les résultats des municipales de la semaine dernière, où on a vu du coup cette vague écolo arriver en ville. Beaucoup de municipalités sont passées au vert, notamment les plus grosses. J'entends par là la ville de Lyon, qui est déjà très implantée sur la mobilité électrique en ville. Hein, on le sait avec les trottinettes qui ont extrêmement bien marché, les trottinettes partagées qui ont extrêmement bien marché à Lyon. C'est aussi le cas pour Bordeaux, qui est une ville qui a essayé d'implanter les moyens de mobilité urbaine verte, on va dire, avec par exemple les scooters partagés électriques de la marque de l'entreprise Yego. Donc voilà, on a tout ce contexte-là qui est plutôt favorable à l'émergence du coup de ces vélos électriques, de ces vélos intelligents et comme tu le disais, qui du coup rentrent dans l'habitude connectée des utilisateurs. Ouais. À côté de ça, du coup, et c'est par rapport à ce que tu disais, on a quand même beaucoup de personnes qui sont réfractaires au vélo et pas seulement pour le côté, le côté difficulté d'usage et qui est un côté, on va dire, fatigant. On a la flemme, on va dire, d'appuyer sur la pédale, de faire un mouvement sportif, etc. Chose que, du coup, ces vélos à assistance électrique règlent. Par contre, et on le voit avec l'étude menée par la FUB, la Fédération française des usagers de la bicyclette, oui ça existe, et qui du coup a mené une espèce d'expérience, un questionnaire assez large, et qui du coup posait la question sur les freins de l'utilisation à ces moyens de déplacement que sont les vélos à assistance électrique, ou même les vélos plus globalement. Et la majorité des répondants trouvaient ça trop dangereux ou trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'aménagement en ville pour pouvoir faciliter l'utilisation et du coup le déplacement quotidien par vélo. Donc c'est encore de gros freins sur ce domaine-là, donc qui sont les infrastructures mises en place et la non-aisance des gens avec la bicyclette. Ouais, ça tombe bien que tu parles de ça parce que du coup, là, moi, ça fait une semaine que je vais à mon stage chaque matin à vélo. C'était une habitude que j'avais absolument pas, mais là, je me suis dit avec les belles températures, la crise du coronavirus, plutôt que de prendre le métro, je me suis mis justement au vélo, pas du tout électrique, hein, vraiment vélo classique à Paris.
Et finalement, par rapport à ce qui m'était un petit peu annoncé par l'ambiance générale, c'est quand même plutôt bien fait. En tout cas, dans Paris, sur les grands boulevards, il y a beaucoup de pistes cyclables vraiment séparées de la route, donc assez sécure, même si bien sûr, il faut faire attention à chaque virage. Le frein, du côté physique, c'est un vrai frein, mais il y a un vrai avantage pratique. C'est-à-dire qu'on se rend vraiment compte que dans une ville, dans une grande ville en tout cas, en vélo, on est bien plus rapide que quelqu'un en voiture. Absolument. Donc ça, c'est un côté pratique tout à fait, pas du tout négligeable. Et en plus, si on parle du côté prix des vélos que tu viens de citer, pour des vélos électriques, c'est tout à fait des gammes de prix normales pour ce type de produit, voire presque accessibles. Moins de 2000 € pour un vélo électrique, c'est pas du tout déconnant. Et du coup, je trouve vraiment intéressant que ces acteurs se placent à des prix presque d'entrée de gamme pour des vélos électriques, avec des fonctionnalités un petit peu plus avancées, qui peuvent aussi permettre ce petit déclic à celui qui est pas trop sportif, qui a pas trop ça dans le sang, mais qui aime bien un petit peu la technologie. Ça peut lui donner le petit coup de boost supplémentaire, le petit coup de boost nécessaire pour se dire allez, je vais me prendre un vélo connecté au passage, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, en regardant un petit peu les critiques, et notamment sous la vidéo de la keynote de Marc Simoncini, donc pour le vélo Angel, on voit que ce vélo est plutôt, et le smart bike en général, si on peut l'appeler comme ça, et c'est Marc Simoncini qui l'appelle comme ça justement, on remarque que ce vélo est plutôt mal reçu, avec des commentaires notamment, et j'en ai sous les yeux, qui disent et qui affirment que c'est, je cite, un vélo de bobo avec iPhone, pas de banlieusard sous Android, qui, à comprendre, est un vélo un peu de hipster, un vélo de quelqu'un qui veut être dans la tendance tout le temps et qui veut être un peu hors des codes. Mais alors, tendance et hors des codes, c'est un peu... ça ne va pas ensemble, mais pourtant c'est un peu le cas. Le bobo, on va dire, comme on l'entend, le bobo citadin, c'est ce qui est dit dedans, est quelqu'un qui est attaché au design, qui est attaché à ce toujours plus technologique, et qui du coup, si un produit s'adresse à ce bobo type, au final en exclut beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est le sentiment en fait que beaucoup ont pour ces vélos, on va dire, intelligents. Ils ont le sentiment d'être exclus parce que pas assez dans la technologie, parce que pas assez citadin affirmé. C'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est quelque chose du coup qui divise beaucoup et qui est un gros frein, je pense, qui peut être un gros frein du coup à l'achat de vélo. Ce frein du coup qui serait d'être catégorisé comme une personne, un bobo, comme un citadin, comme un geek, par exemple. Donc voilà, je pense que c'est un des freins qui peut encore exister. Eh bien là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que ce podcast est, je l'espère, intéressant. Pour moi, justement, la technologie en général, il faut vraiment qu'il y ait des early adopters au début. Il n'y a jamais une adoption massive dès le début d'une nouvelle gamme de produits. Et de toute façon, aujourd'hui, qui peut utiliser des vélos? C'est les citadins ou banlieues très proches. Après, si tu dois faire 10, 15, 20 km, clairement, le vélo n'est plus une solution pratique. Si tu dois te taper 1 heure de vélo, même en vélo électrique, chaque matin, ça devient vraiment complexe. Et c'est pas la cible qui peut déclencher ces premiers achats de vélos connectés et lancer un petit peu la tendance. Et finalement, le fait que ces vélos connectés aient plutôt un look, on peut dire hipster, un peu bobo, mais c'est peut-être plutôt une bonne chose pour lancer la tendance, même si c'est très critiqué, au final, sur le long terme, c'est suivi. Et du coup, c'est peut-être justement le bon look, le bon design, la bonne réflexion sur ces produits pour lancer une tendance plus long terme, qui prendra sur un public plus large d'ici 2, 3, 4 ans, comme ça se fait un petit peu dans la mode ou même dans la technologie. Les premiers iPhones, ils n'ont pas été achetés par le grand public dès les premiers jours. Il y a eu vraiment les early adopters, et puis c'est devenu un truc cool branché que maintenant beaucoup de monde a. Et ça a été le cas pour beaucoup de produits très grand public aujourd'hui. Donc ces critiques qui sont fortes de certains vont aussi peut-être faire le point fort, l'avantage de ces vélos pour les gens qui
sont vraiment intéressés dans leur cadre de vie quotidien. Alors oui, c'est totalement possible que ça se passe comme ça. Bon, difficile maintenant d'en tirer des conclusions. Il faut attendre de voir ces nombreux acteurs arriver. Là, on parle seulement de 3 acteurs, 3 vélos qui sont sur le marché, à des tarifs certes abordables, mais qui pour beaucoup sont encore très chers. Et c'est quelque chose qui revenait dans les commentaires de la keynote. Le prix, le manque d'accessoires, etc. Et donc voilà, il faut attendre, je pense, que d'autres acteurs arrivent sur le marché, sortent des vélos, pourquoi pas des vélos plus abordables, peut-être moins technologiques, hein, pourquoi pas, je ne sais pas, mais même si c'est assez compliqué de faire un smart bike moins technologique, mais bon, soit. Enfin, je pense que sur ce point-là, l'avenir nous le dira et on verra du coup si les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs seront au rendez-vous. Ouais, tout à fait. Et puis en France, on peut peut-être compter sur des acteurs comme Decathlon, par exemple, hein, qui ont pour habitude de produire des produits qui normalement se vendent assez cher à un prix beaucoup plus faible et pourtant une assez bonne qualité et d'assez bonne fonctionnalité. Donc peut-être que ce sera en France, face à ces acteurs un peu plus haut de gamme, l'acteur qui va permettre de démocratiser ça d'ici 1 à 2 ans, une fois que les technologies coûteront un peu moins cher. Donc je pense qu'on a la ressource qui permet de faire évoluer cet écosystème au fur et à mesure des prochaines années. Tout à fait. Alors moi, je te propose maintenant qu'on parle d'un deuxième sujet dont tu avais envie d'aborder. Voilà, tout à fait, que je ne t'ai toujours pas dévoilé d'ailleurs. Et puis, je pense que ça tombe bien que tu parlais un peu des bobos hipsters, parce que là, on va rester un peu dans cette même vague, avec un produit, un service qui est apparu il y a peu, qui a fait beaucoup débat, notamment grâce à Apple, qui a refusé l'application sur les stores pour certaines raisons. Je parle bien sûr de l'application Hey. Je sais pas si t'en as entendu parler, donc c'est tout simplement une nouvelle boîte mail, un nouveau gestionnaire de boîte mail qui propose une adresse en @hey.com. Donc c'est une application, mais c'est même plus qu'une application, hein, c'est un service concurrent à Gmail par exemple, fondé par Basecamp. Et du coup, ça a fait beaucoup de bruit. Déjà, pour une première raison, c'est que c'est un service de mail payant à $99 par an, ce qui est relativement important, surtout par rapport aux services de mail qu'on a l'habitude d'utiliser, qui sont gratuits. Mais ça a surtout beaucoup fait parler grâce à Apple en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'Apple a refusé une mise à jour de l'application Hey sur le store car Hey ne souhaitait pas proposer leur abonnement via le système d'Apple. On le sait, pareil, ça a fait plein de débats. De toute façon, Apple font tout le temps plein de débats. Enfin, la communauté tech fait tout le temps plein de débats autour d'Apple. Et du coup, ils prennent une commission sur les abonnements qui sont réalisés via le système de paiement, plus ou moins, et de gestion des in-app purchases via le système d'Apple. Et donc, Hey ne voulait pas subir cette commission et avait donc décidé de tout simplement pas proposer l'abonnement via leur système, uniquement via le site web de Hey. Et du coup, pour cela, Apple avait refusé la mise à jour sur le store de l'application et du coup l'application n'était carrément plus disponible sur le store. Ça a fait beaucoup de bruit finalement, hein. Certains disent il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que des buzz. Là c'était un petit peu le cas pour Hey parce que de toute façon c'était une décision de leur part. Finalement l'application est bien disponible sur l'Apple Store aujourd'hui et par contre ça leur a fait beaucoup de communication gratuitement dans le monde de la technologie et du coup voilà, maintenant que tu as un petit peu les faits, qu'est-ce que tu en penses de ce Hey? Alors là, à l'heure actuelle, j'en pense pas grand-chose. J'ai surtout une question. Pourquoi un nouveau système de messagerie alors qu'on en a déjà énormément et surtout, pourquoi un système de messagerie payante? Qu'est-ce que ce système, cette messagerie apporte de plus par rapport aux autres qui justifierait donc ce tarif qui me paraît quand même assez cher à l'année et j'ai du mal à comprendre pourquoi des gens pourraient et auraient l'envie de se tourner vers un système de messagerie payante à l'heure où on a Gmail, où on a tous des boîtes mail avec notre opérateur, tout un tas de choses. Puis au-delà de ça, d'autres systèmes que les mails hein, pour pouvoir communiquer entre nous. Le mail n'est plus forcément ultra important. On en a qui sont créés automatiquement. Alors ça reste un mail, hein, mais par iCloud par exemple, quand on a un ordinateur Apple ou un produit Apple en général. Donc voilà, je me dis pourquoi
et qu'est-ce qui pousserait les gens à se tourner vers ce système-là? Alors c'est une très bonne question, vu que c'est un peu le cœur du problème, ou le cœur de la nouveauté en tout cas. Ce que vendent Hey sous ces 99$ par an pour l'instant, c'est principalement la vie privée, la protection des données personnelles. Clairement, leur accroche principale, c'est les boîtes mail comme Gmail, qui sont gratuites, ne sont en fait pas gratuites, parce que vous payez avec vos données, avec votre vie privée, et ça coûte cher. Et donc, eux, ils te disent, nous, on vend pas de pub, on vous vole pas de données, quoi, on n'écoute pas vos mails, mais du coup, on vous le vend 99$ par an. Ça, c'est le message principal de Hey. Après, est-ce que ça vaut 99$ par an ou pas? Chacun peut faire ce choix. En plus de cela, parce que c'est quand même pas juste ça, Hey, ce qu'ils te vendent avec, c'est une interface un petit peu différente, un petit peu réimaginée. La première chose qui change un peu et qui peut être intéressante, c'est que à chaque fois que tu vas recevoir un mail d'une nouvelle personne, il va être placé dans une zone spéciale de la boîte mail où tu vas pouvoir dire j'accepte les mails de cette personne ou non. Il y a un peu un filtre à l'entrée, comme tu ne fais pas rentrer n'importe qui chez toi, là, avant que quelqu'un rentre pour la première fois dans ta boîte mail, tu valides ou non son entrée. Donc ça, c'est une première feature, aussi toujours un petit peu dans cette idée de respect de la vie privée, ou du moins respect du temps des utilisateurs de la boîte mail, plus quelques petites features, une qui permet de garder les mails sur lesquels on souhaite répondre un peu plus tard dans une box spéciale, mais finalement à part dans la façon dont c'est mis visuellement, c'est pas nouveau. On peut déjà, avec les boîtes mail classiques, créer des dossiers pour y mettre, si on veut, les mails qu'on veut traiter plus tard, ou même avec certaines applications de mail qui sont compatibles avec n'importe quel service de mail, on peut recevoir une notification plus tard pour se rappeler de répondre à un mail spécifique. Donc finalement, c'est vraiment pour ces 99$ par an, la mise en avant de votre vie privée, des données qui sont protégées, qui restent à vous, une petite barrière un petit peu plus neuve sur de qui vous acceptez de recevoir les mails, et puis quelques fonctionnalités qui sont censées être pas mal, mais qui finalement ressemblent pas mal à ce que fait déjà Gmail, avec de la catégorisation des mails entre les mails perso, les mails pro, les newsletters, quoi. Donc voilà globalement ce que vend Hey. Du coup, avec ces petites infos, est-ce que tu en as besoin d'autres? Voilà, dis-moi ce que tu en penses. Alors non, pour moi, c'est assez suffisant. Après, toujours cette question, pourquoi? Et c'est-à-dire que j'ai du mal à comprendre en fait qui se tournerait vers ce type de système pour autant d'argent. Pour moi, c'est pas quelque chose qui vaut autant d'argent. Après, il est vrai que je suis pas un professionnel et que j'ai pas non plus une utilisation très poussée de ma boîte mail. Moi, ce que propose Gmail, c'est totalement suffisant pour moi. Mais voilà, je me demande si les gens vont être prêts à débourser de l'argent. Et autant d'argent, 99$ par an, c'est quand même assez conséquent. Est-ce qu'ils vont être prêts du coup à débourser ça pour avoir quelques options, on va dire, sur leur boîte mail, des options certes importantes dans la protection de vie privée, c'est quelque chose qui est plutôt cool. Mais bon, est-ce que ça vaut 99$ par an? Ça, c'est une vraie question. Et pour du coup compléter par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur donc le buzz qu'il y a eu autour de cette messagerie, buzz créé, on va dire, grâce ou à cause d'Apple et du coup de son système de commission sur les ventes d'abonnements aux applications via l'application en elle-même. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas récent. On se souvient de Spotify, qui s'était un peu fait épingler par Apple il y a quelques mois ou quelques années, et qui avait essayé de mettre un système alternatif pour pouvoir souscrire à l'abonnement sans passer par l'application, du moins en passant par un lien qui apparaissait dans l'application, mais du coup qui redirigeait vers Internet, ce qui permettait un peu de contourner ça et qui avait été très 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 mal pris
par Apple. On peut noter aussi Netflix, qui du coup maintenant ne propose plus la vente d'abonnements à son service via l'application. On est obligé de passer par son navigateur Internet. Donc voilà, Apple est assez coutumier avec cette pratique que je trouve un petit peu abusée de temps en temps. La commission est assez énorme, je sais plus de combien de pourcents on parle. 30%. 30%, c'est quand même beaucoup sur des abonnements qui sont en général aux alentours des 10 euros pour des services comme ça. C'est quand même pas mal. Et 30% qu'Apple se met dans la poche, on va dire comme ça. Alors, comme ça, oui et non, parce que Apple propose quand même la mise en avant de l'application via son store, l'App Store, qui est un des premiers, si ce n'est la première place de vente, on va dire, d'applications dans la technologie. C'est le marketplace, on va dire, d'app le plus utilisé. Et donc voilà, il y a quand même une contrepartie, on va dire, à cette commission. Est-ce que cette commission est bien évaluée? Donc, est-ce que cette mise en avant, ce service proposé par Apple vaut 30%? Ça, c'est une autre question. En fait, par rapport à ça, parce que tu le sais, je développe des applications sur la plateforme iOS et macOS, et finalement, ces 30%, à la fois, c'est un joli cadeau pour les développeurs indépendants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi ou moi, on voudrait créer notre application sans la marketplace d'Apple, sans le système d'Apple qui permet facilement de vendre des achats in-app. Clairement, ce serait juste impossible. Le travail que ça nous demanderait, ça détruirait tout espoir de rentabilité, parce que ça veut dire on serait obligé de faire beaucoup de communication sur l'application, de faire du référencement sur les moteurs de recherche, de mettre en place un système d'achat in-app avec une gestion des cartes de crédit et tout. Ce serait quand même beaucoup de travail. Aujourd'hui, pour tous les petits développeurs, même si Apple prend 30%, ce qui est, oui, important, c'est une giga-aide. Aujourd'hui, si je peux tirer des revenus de certaines de mes applications, c'est parce qu'Apple propose toute cette logistique. Après, c'est sûr que là, du coup, quand on arrive au niveau de grosses entreprises comme Amazon, Spotify, comme tu le disais, et là, dans le cas présent, Hey, forcément, eux, ils ont derrière largement les moyens de mettre tout ça en place, que ce soit la communication ou la gestion des paiements. Et du coup, pour eux, c'est pas rentable. Peut-être ce qui est pas normal, ce qui serait plus sujet à débat, c'est le fait qu'Apple oblige à utiliser ce système. Parce en soi, ce qui me semblerait pour le plus logique, c'est que ce système-là est accessible, oui, mais que par contre, si on le souhaite, on puisse développer notre propre système, le mettre en place, et qu'il n'y ait pas de commission d'Apple ou une commission beaucoup plus faible, parce que quand même, ils mettent l'Apple Store en place et tout ce qu'il faut pour communiquer autour. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Cette aide est ultra importante pour les plus petits développeurs. Elle l'est moins du coup pour les grosses entreprises, comme tu le disais, qui ont déjà des services établis autour de la communication, autour du référencement, etc. Et qui du coup, n'ont pas trop intérêt, on va dire, avec le système mis par Apple, quoi. C'est-à-dire que eux-mêmes peuvent déjà se débrouiller pour faire ça, et ce qui leur coûterait probablement moins cher que ces 30%, qui du coup 30% sont quand même énormes sur le nombre d'abonnements gérés, admettons, par Spotify. Ça représente quand même beaucoup d'argent. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là, en tout cas. Moi, je te propose qu'on aborde le prochain sujet. J'aurais bien une petite finition à faire sur Hey, parce que du coup on s'est un petit peu éloigné. Il y a quand même quelques points qui sont intéressants pour que tu puisses en savoir un peu plus et que les auditeurs potentiellement puissent en savoir un peu plus. Quelques avantages, bonus et inconvénients, on va voir, de Hey. C'est déjà une interface un petit peu plus moderne, un petit peu plus sympa que les boîtes mail traditionnelles. Qui pour moi est très agréable, justement, avec quelques petits dessins un peu dans le style fait à la main, donc qui est sympa. Il y a aussi toute une partie anti-tracking, ils le font pour le coup un peu à l'instar d'Apple, mettre en avant les technologies qui vont éviter que tu sois traqué dans les mails. Ça se fait beaucoup dans les newsletters, ou même aujourd'hui avec les mails perso, on peut très facilement savoir si la personne d'en face a ouvert le mail, et du coup ce Hey va te protéger de ça.
Après, je pense que ça peut être un peu abusif sur le long terme parce que finalement, c'est quand même des technologies utiles un petit peu pour tout le monde. Savoir si une newsletter a plu pour quelqu'un qui envoie une newsletter, bah c'est bien, ça lui permet d'améliorer son contenu pour la suite. Donc finalement, si c'est tout le temps bloqué, on va avoir du contenu un peu monotone. On va pas ceux qui produisent ce contenu vont pas réussir forcément à l'améliorer, mais bon, c'est une des features de Hey qui est mis en avant. Et enfin, un vrai problème, une vraie contrainte, c'est que Hey fonctionne sur un système de mail un petit peu différent des autres, et du coup, il supporte pas les protocoles standards IMAP et POP qui permettent de l'utiliser dans n'importe quelle application. C'est-à-dire que si vous voulez consulter vos mails avec le service Hey, donc avec votre adresse @hey, il faut absolument, obligatoirement, utiliser l'application ou le site web Hey. L'application native mail de votre iPhone, l'application native mail de votre téléphone Android ne pourra pas lire les mails reçus sur cette boîte. Donc voilà, c'est des nouveautés un peu qui cassent les codes et qui pour moi sont quand même des soucis, quoi. Bah oui, complètement. C'est un peu un désavantage, on va dire, d'utiliser cette messagerie, du coup, si on peut pas la relier à par exemple, notre gestionnaire de mail qui est implanté sur Mac, hein, l'application Mail de Mac, justement. Moi, c'est quelque chose qui est assez pratique. Je mets plusieurs de mes adresses mail dans cette application mail qui est native et du coup qui me permet d'avoir tout au même endroit. Là, s'il faut avoir en plus l'application Hey pour pouvoir consulter ces mails qui sont du coup relatifs à cette boîte mail. Je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est assez contraignant. Après, je pense que c'est nécessaire pour du coup toutes les petits plus qui sont vendus avec, hein, pour la protection de données, pour tout un tas de choses, la sécurité en général. Je pense que c'est nécessaire, mais du coup voilà, c'est un peu handicapant, je pense, à l'utilisation, du moins pour moi. Ça serait handicapant, ça changerait un peu mes habitudes. Ouais, bah clairement, mais ça fait un peu une nouvelle prison dorée, mais pour les mails, qui est une prison dorée bien plaquée or, hein, justement, avec quelques avantages qui sont la vie privée, mais beaucoup d'inconvénients liés. Donc finalement, on verra bien comment évolue ce Hey, mais c'est quelque chose qui fait beaucoup de buzz, qui fait beaucoup parler, parce que c'est encore une fois dans l'air du temps, hein, la protection de la vie privée. On verra ce que ça donne et puis du coup on peut peut-être passer au sujet suivant si ça te convient. J'ai dit ce que je voulais dire à ce sujet-là. Et ben ça marche. Et ben du coup voilà, on peut. Moi j'avais pensé du coup et on en avait discuté un petit peu. On souhaitait du coup aborder le sujet des rumeurs sur. Alors les rumeurs en général et pour le coup du coup avec et parce qu'on l'a vu cette semaine justement l'apparition nombreuse de rumeurs sur l'iPhone 12. C'est quelque chose qui revient d'ailleurs tous les ans, hein, les rumeurs sur les différents produits d'Apple, que ce soit les Mac, les iPhones, les iPads. On en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Hein, les rumeurs avaient vu juste sur l'arrivée d'ARM sur les Mac. Et là, pour le coup, du coup, on voit arriver tout un tas de rumeurs sur l'iPhone 12, notamment une qui d'ailleurs fait un peu polémique, si ce n'est juste buzz, qui veut dire que l'iPhone 12 serait dépourvu de chargeur et d'écouteurs dans sa boîte. Alors, ce sont que des rumeurs. C'est quelque chose qui du coup a créé un peu un bad buzz, mais bon, Apple est un peu coutumier, hein, de ça, c'est ce qu'on disait, hein, sur les bad buzz. C'est quelque chose qui serait d'ailleurs pas forcément étonnant, hein, si Apple supprimait, alors pour le chargeur un peu plus, mais pour les écouteurs, moi ça me choquerait pas. Mais voilà, on va rester sur le thème global des rumeurs, et je voulais savoir ce que t'en pensais. Est-ce que toi tu suis ces rumeurs? Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu y portes intérêt? Comment tu les reçois? Alors bon bah ça on en a déjà discuté par le passé, c'est bien que j'essaye d'éviter au maximum les rumeurs parce que bah après ça gâche un petit peu la surprise, ça gâche l'excitation, surtout qu'aujourd'hui les rumeurs là on est en début juillet, on parle déjà des rumeurs pour un iPhone 12 en septembre-octobre et ça fait quelques mois qu'on en parle déjà, donc c'est vraiment un truc qui m'exaspère à titre personnel, mais là je trouve que ce que met vraiment en avant ces rumeurs sur l'iPhone 12 avec ses chargeurs, c'est qu'on arrive à faire des polémiques quand même relativement importantes, hein. On voit
dans les intéressés par la tech sur Twitter, beaucoup de monde qui en parle, sur les vidéos YouTube en lien avec la tech, beaucoup de monde qui en parle. C'est devenu un sujet cette semaine important, alors que ça vient donc sur des potentielles rumeurs qui sont encore une fois souvent déformées. C'est-à-dire quand on parle de pas de chargeur, apparemment il y aurait bien un câble Lightning vers USB. Ce qu'il n'y aurait pas, c'est le petit boîtier qui passe de l'USB vers une prise murale. Dans l'idée que on a forcément chez nous déjà ces petits adaptateurs USB vers prise murale et que du coup c'est pas la peine de les empiler chez nous. Donc voilà, en plus c'est à chaque fois ces rumeurs sont déformées pour faire un peu plus de buzz partout et du coup c'est assez exaspérant et on en parlait, ça détruit le petit effet Apple souvent avant il y a quelques années de ça terminer les conférences avec un one more thing. Désormais on connaît tout à l'avance, même d'Apple qui essaye de protéger ses trucs. Je trouve ça vraiment dommage. Alors oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Le One More Thing n'existe plus vraiment. On l'évoquait la semaine dernière sur notre keynote traitant de la WWDC avec ce passage du coup sur ARM que je qualifiais un peu de One More Thing. Mais au final, c'était un One More Thing qui était déjà connu. Donc il n'y a plus ce charme qu'on pouvait avoir à l'époque. Qui quand Tim Cook, alors même plutôt avant, quand Steve Jobs montait sur scène et qui à la fin faisait un petit demi-tour très stylé où il disait One More Thing et qui sortait du coup le produit ou le projet caché, on va dire, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'est plus possible chez Apple. Sûrement dû à la surcommunication, au fait que dans les usines maintenant, il y ait beaucoup moins de contrôle, et qu'on arrive du coup à prendre les produits sur la chaîne de production. C'est des choses qui se sont déjà vues. Le fait aussi qu'il y a des personnes qui se sont spécialisées dans ce domaine-là de dénicheurs de rumeurs. Par exemple, alors il me semble qu'il s'appelle Mark Gurman. C'est quelqu'un d'assez connu dans le milieu. D'ailleurs, quand on regarde les sites d'actualité tech, principalement tournés autour d'Apple comme Consomac, beaucoup des nouvelles, des rumeurs viennent de cet homme-là. En tout cas, il y a une petite équipe qui s'est formée, on va dire, de dénicheurs de scoop. Et du coup, c'est un peu grâce ou à cause d'eux, je sais pas, qu'on a du coup cette apparence, cette apparition de nombreuses rumeurs dans la presse, etc., et qui du coup va alimenter soit la haine d'Apple, soit cette fascination, cette surfascination où on va toujours être à l'affût de ce qui se passe chez Apple. Il y a des effets positifs, des effets négatifs, mais c'est vrai que pour moi, le principal effet négatif, c'est que ça gâche toute surprise, quoi. Maintenant, on n'est plus surpris quand on regarde une keynote, on connaît quasiment tous les sujets, si ce n'est dans l'ordre. Des produits et des thèmes abordés, et c'est un peu dommage. On a retiré ce côté cool qu'avaient les keynotes, ce côté un peu mystérieux, ce côté un peu on regarde ça comme un spectacle. Voilà, il n'y a plus vraiment de spectacle maintenant. Ouais, bah carrément, c'est très dommage. Et tu parlais de Mark Gurman, vu qu'on approche de la fin de cet épisode, je peux faire une petite pub pour un autre podcast. Il y avait une interview de Mark Gurman dans le podcast d'MKBHD, le youtubeur américain, donc son podcast s'appelle Waveform, et il y a quelques temps de ça, il y avait une interview de ce mec qui justement a fait beaucoup de leaks liés à Apple notamment, et c'était assez intéressant parce que finalement pour lui c'était une vraie mission. Tous les ans il a plein de contacts partout, et c'est presque son métier, son activité principale, quoi, de faire ça. Et donc ouais, vraiment c'est fou. On voit aussi qu'Apple a une telle force de détracteurs et de gens qui sont pour, que trouver des scoops sur le sujet, ça va animer tellement de débats, ça va vendre tellement de clics et de vues, que c'est intéressant de passer des mois et des mois à chercher les moindres petits leaks sur est-ce qu'il y aura un chargeur ou non dans la boîte du prochain iPhone pour derrière faire du business avec les médias, quoi. Donc c'est vraiment dingue. Oui, et puis à côté de ça, du coup, ça montre qu'Apple est tout le temps dans les sujets de discussion. Ça, ces rumeurs ont un bénéfice, c'est du coup de faire en sorte qu'Apple soit tout le temps et sur toutes les lèvres de tous les médias et en continu. C'est-à-dire que Apple a l'habitude de sortir peu de produits par an.
souvent à 2 moments dans l'année, et au final on arrive à parler d'Apple et à faire des buzz autour d'Apple tout le long de l'année. Donc au final cette communication, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, est toujours en train de tourner et s'alimente en fait, et s'auto-alimente, on pourrait même dire, par la fanbase ou les détracteurs. Ouais, tout à fait. Et puis donc depuis le début de cet épisode, on a quand même parlé à plusieurs reprises de bad buzz. Et en fait, moi, un jour, j'ai écouté une interview de Rémi Gaillard sur le podcast Nouvelle École, et dans lequel il a dit un truc, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il a dit: il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que des buzz. Et en fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire, quand il y a un bad buzz, tes détracteurs, ils vont encore plus être en colère contre toi, mais tu t'en fous. Parce que de toute façon, c'est tes détracteurs, et jamais ils comptaient être tes clients ou te suivre, quoi. Mais par contre, ceux qui sont déjà un peu pour toi ou ceux qui sont de ton côté vont être encore plus engagés. Et en fait, finalement, tout ce qui est buzz, bad buzz, ça va juste être polarisant, et ça va mettre les gens qui sont proches de toi, qui sont prêts à acheter tes produits dans le cadre d'une entreprise, encore plus prêts à te soutenir pour montrer ses valeurs, voilà, c'est son engagement. Et finalement, c'est vachement intéressant. Et Apple, finalement, il nous le montre, tous les ans, il y a du buzz toute l'année, il y a forcément quelques bad buzz dans le lot, mais tous les ans, Apple vit bien, et le business a l'air de plutôt bien se passer pour eux. Donc malgré tous ces leaks qui enlèvent un petit peu de la magie, ils s'en portent très bien. Oui, tout à fait. Apple, je pense, n'a pas trop et ne va pas trop pâtir, on va dire, de ces rumeurs qui ne vont pas dans son sens, justement. Et puis, on le rappelle, ça ne reste que des rumeurs. Apple pourrait d'ailleurs créer la surprise dessus à la prochaine keynote en disant si, regardez, on a toujours notre chargeur, on a toujours nos écouteurs. Bon, ça a peu de chances d'arriver, mais c'est quelque chose qui pourrait se faire. Du moins, il faut toujours se méfier, je pense, des rumeurs, ne pas tout prendre, d'autant plus que maintenant on a des rumeurs qui vont de tellement loin. C'est ce que tu disais, les rumeurs sur l'iPhone 12 viennent d'il y a plusieurs mois, ont commencé il y a plusieurs mois, et on entend d'ailleurs déjà parler des iPhone 13 sur certains sites. Donc on arrive déjà à avoir des sujets de discussion sur des produits non sortis, des bad buzz sur des produits non sortis dont on ne connaît même pas l'existence officielle pour le moment. Donc c'est assez incroyable. Bon, je pense qu'Apple en a un peu rien à foutre, on va dire, de tout ça. Va continuer à travailler dessus et travailler sur ces produits pour les améliorer sans forcément faire attention à toutes ces rumeurs, etc., même si je pense qu'ils en sont au courant. Ouais, tout à fait, clairement. Enfin bon, du coup c'est un sujet ouvert à débat, et puis on pourra forcément parler dans un des prochains épisodes d'ici quelques mois de ce fameux iPhone 12 et de son potentiel ou non chargeur. Je pense qu'on peut en finir là pour cet épisode, et puis je vais te laisser le mot de la fin. Oui, donc on va terminer là-dessus. Comme la semaine dernière, on vous invite à partager le podcast, à le liker ou à donner votre avis sur ce dernier pour qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse le faire évoluer. C'est un peu le but de ce dernier, qu'on essaye de le travailler ensemble, que vous nous donniez vos idées, pourquoi pas des idées de sujets d'ailleurs, et puis voilà, que vous nous aidez à le développer pour que ce dernier évolue correctement dans le temps, et surtout qui vous corresponde. C'est un podcast qui, certes, c'est une discussion fermée entre nous deux, mais qui est à votre disposition. Donc on attend vos retours là-dessus, et voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, peu importe. Et donc voilà, donc je vais te laisser, Romain, si tu veux dire le dernier mot. Eh bien, le mot de la fin du mot de la fin. Je vous remercie d'avoir écouté La Causerie Tech. Comme l'a dit Arthur, vous pouvez nous contacter. On essaiera de mettre nos Twitter en description du podcast. N'hésitez pas, vraiment, nous, ça nous fera plaisir, ça nous motivera à faire de nouveaux épisodes. Et puis, à très bientôt dans un nouvel épisode de La Causerie Tech. Salut!